Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est à nos côtés, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Baradez d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef Analyste chez IG, et Axel Bott, enfin à nos côtés en plateau également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste international chez Ostrom Asset Management. Le thème de la pause, c'est le thème qu'on déroule chaque soir quasiment à la une depuis une semaine, depuis le signal envoyé la semaine dernière par Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Pause ou tentative de pause à ce stade, Axel? On a eu quelques données qui ont suivi le dernier comité de politique monétaire de la Fed sur l'emploi, sur l'inflation aux États-Unis. Est-ce que ces chiffres importants valident l'idée d'une pause, ou est-ce qu'on est encore dans la tentation ou la tentative d'une pause? Je pense qu'il y a réellement le début d'une pause. Déjà parce qu'on a atteint le niveau qui était, disons, le niveau cible c'est consensuel au sein du FOM, c'est les 5,25. Donc ça recueille pas mal de suffrages. Quand on regardait les dots, par exemple, ceux publiés en mars, c'est vrai que le biais était plutôt peut-être à davantage de hausse encore. Mais l'inflation commence à montrer des signes encourageants. On voit qu'il y a, disons, une décrue de l'excès de demande de travail aussi. On voit un peu moins de postes à pourvoir, on voit une petite hausse des claims. Donc on voit un début d'inflexion sur le marché du travail qui devrait, peut-être à une horizon de quelques mois, se traduire par une décélération des salaires un petit peu plus marquée, et par voie de conséquence de l'inflation des services qui reste, disons, le principal moteur de l'inflation aux États-Unis. Et des choses qui évoluent dans le bon sens aussi. Quand on regarde les prix des biens depuis un certain temps, en particulier les biens importés, c'est un petit peu le pendant des chiffres de coûts de production en Chine. On voit que ça continue de baisser. Il y a beaucoup de surcapacité apparemment en Chine, même dans cette reprise, qui est peut-être un peu plus fragile que ce qu'on pouvait imaginer en fin d'année dernière. Donc on commence à voir des effets bénéfiques de la désinflation exportée par les Chinois sur le CPI américain. Il y a des effets techniques aussi dans l'inflation qui vont la ramener un peu plus bas, notamment sur la prise en compte des coûts de logement. Donc la Fed veut voir l'inflation commencer à se calmer. Ça va bien avec une pause. C'est aussi évidemment un petit peu un compromis entre la situation bancaire. On voit que les enquêtes impliquent un probable resserrement des conditions de crédit. On ne voit pas forcément partout dans les chiffres de crédit. On voit les flux de crédit conso, ça reste très très dynamique. Quand vous regardez sur les 3 dernières semaines, le commercial real estate, qui est censé être la chose la plus à risque aujourd'hui, finalement le crédit s'est à peu près stabilisé. Donc bon, et voilà, je pense que la Fed se donne du temps pour un petit peu regarder la situation, et puis comme souvent, Jackson Hole sera peut-être le grand rendez-vous de la fin de l'été qui préfigurera peut-être le prochain mouvement, plutôt probablement à la baisse, plutôt probablement en début 2024. Mais si d'ici là les chiffres d'inflation repartaient à la hausse, ça sera aussi un indicateur de... C'est pas un scénario central, mais il y a une probabilité non nulle qu'on se retrouve à un moment, il faut que la Fed se retrouve à un moment peut-être un peu à l'envers de ce point de vue-là, Axel. La probabilité non nulle... On est très humble sur la prévision d'inflation aujourd'hui, je crois. Oui, on tendance à penser que le core CPI sera autour de 4 à la fin de l'année, avec un headline qui va quand même baisser assez plus rapidement. C'est-à-dire qu'on devrait être en dessous de 3 assez rapidement sur le headline. Mais après, il faut... arbitrer un petit peu dans les tendances un peu plus long terme, et le bénéfice un petit peu artificiel des prix de l'énergie, pas si artificiel que ça d'ailleurs, puisque par exemple les prix du gaz aux États-Unis sont effondrés, donc ça va un petit peu percoler dans le coût de l'énergie. Donc ça c'est aussi du pouvoir d'achat aussi. Bien sûr, mais bien sûr. Il va falloir arbitrer peut-être le ralentissement des créations d'emplois, mais le retour des gains de pouvoir d'achat. Ouais. Et dans quelle mesure ça impacte l'activité, ça va être important pour la Fed. Benoît, que vous inspire le thème de la pause qui semble s'installer ou se préparer du côté de la Réserve fédérale américaine? Évidemment, c'est un point d'étape majeur après 500 points de base de hausse de taux en à peine 14 mois. Ça restera un cycle historique. Alors le marché, lui, considère que la pause, c'est forcément le prélude à une baisse de taux future, assez rapide. D'ailleurs, le marché est toujours assez agressif de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça vous inspire pour l'investissement et pour le compte de vos clients aujourd'hui, Benoît? Oui, là, alors, la pause, elle est plutôt logique et peut-être accélérée par le secteur bancaire, effectivement. C'est déjà un premier point acquis pour les marchés, c'est quand même une bonne chose, parce qu'effectivement, on a eu une hausse
d'une rapidité historique quand même. Après, le marché va peut-être un tout petit peu vite en besogne en anticipant des baisses de taux directeurs très vite dans la foulée. Et là, il a un peu le scénario optimal pour lui, pour les marchés obligataires et pour les marchés actions, parce que on vient de le dire, l'inflation, certes, elle va petit à petit se résorber, mais c'est très lent, c'est des mouvements très lents qui prennent du temps, en tout cas sur l'inflation cœur. Et donc, ce sera difficile pour la Fed de justifier une baisse des taux directeurs rapide, ou alors il faudrait qu'il y ait une récession extrêmement violente. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et je serais même sûrement dans une situation très difficile, parce qu'entre une inflation élevée et une récession, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle choisisse à nouveau, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, c'est une pause qui va probablement durer plus longtemps que ce que pensent les marchés pour le moment. Et ce qui veut dire que les marchés sont peut-être dans un scénario un petit peu idyllique en ce moment, où on se dit très bien, les taux directeurs maintenant vont baisser, et en plus, les résultats des entreprises sont bons, on ne voit pas de récession, donc tout va bien. Bon, c'est là qu'il va falloir probablement un petit peu arbitrer à un moment donné. On aura plutôt un maintien des taux directeurs pendant encore une certaine période, parce que je pense que naturellement, la Fed voudra voir ce qui se passe. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même un risque, ça a existé dans le passé, qu'il y ait une résurgence de l'inflation. C'est possible. Même si c'est peu probable, ça existe. Donc, c'est la hantise. Oui. C'est vrai. C'est le scénario 70 qui hante les banques centrales aujourd'hui. Les banques centrales, ça les a marqués. Donc, pause pendant une durée, je pense, de plusieurs mois sur les taux directeurs aux États-Unis, encore une ou deux hausses en zone euro, et des marchés qui vont peut-être devoir revenir un peu à la réalité. C'est peut-être pas la baisse des taux qu'on attendait, et donc on est peut-être dans un entre-deux qui est un peu plus compliqué à gérer que ce qu'on aimerait croire, et avec des marchés qui auront une petite pression plus forte que ce qu'ils pensaient. Alors c'est latent, c'est des taux élevés plus longtemps, c'est un secteur bancaire dont on voit qu'il n'y a pas de crise brutale et majeure, mais elle est latente. On voit que banque après banque, il y a quand même quelques difficultés. Il y a une série en cours, oui. Et ça suit, et donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui se mettent en place et qui font qu'il y a une pression sur l'économie qui, à un moment donné, va quand même se traduire. Et ça, les marchés vont devoir petit à petit en prendre conscience, surtout sur les marchés actions, ce qu'ils n'ont pas encore vraiment voulu voir. Même si, alors c'était intéressant, on pourrait y revenir, mais dans les réactions de marché aux résultats publiés, notamment aux États-Unis, on a pu observer que de bons résultats supérieurs aux attentes n'étaient pas forcément sanctionnés par une réaction de marché très positive, alors que la moindre déception ou des résultats trop justes en ligne, eux, étaient en revanche sanctionnés négativement par les marchés. Il y a quand même l'idée, quelque part, que certains segments de marché sont déjà pricés pour la perfection, je ne sais pas, en tout cas pour un scénario favorable. Oui, on voit bien que quand on regarde les moteurs de la hausse des marchés actions, ils sont quand même très limités maintenant. C'est très concentré, c'est pas du tout toute la cote, c'est une très petite partie, et donc ça montre bien qu'il manque maintenant, c'est un peu c'est la voiture qui a pris de la vitesse. Bon, on continue un peu sur cette trajectoire, mais il y a un moment donné, on verra bien qu'il manque un peu d'essence. Et ça va caler, et ça veut dire que ça va caler à un moment donné. Donc c'est dans cette phase-là qu'on est. Et donc les investisseurs, de fait, ils ont déjà commencé à faire leur tri et ils n'investissent pas à tout prix sur n'importe quoi. On disait tout à l'heure la hausse du dollar. Qu'est-ce que je fais quand le dollar est rémunéré à ces niveaux-là ? Peut-être que je peux investir un tout petit peu moins sur des produits risqués et refaire un peu la devise refuge par excellence, qui rapporte bien. Voilà, donc on voit bien que ces moteurs de la hausse ne sont plus vraiment là, ils vont s'épuiser petit à petit et il faudra à un moment donné reconstruire une nouvelle histoire. Alexandre, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème de la pause, au terme de cette séquence, Banque centrale, Fed, BCE, les chiffres d'inflation, etc. et une tenue quand même exceptionnelle de niveau de prix sur les marchés? Oui, alors ce que ça inspire, en rebondissant sur vos propos, c'est les écarts qu'on a par exemple entre la fourchette de taux actuelle de la Fed, donc 5,25, effectivement la question de la pause est assez probable, et les niveaux de taux qui sont un peu les taux de référence qu'on regarde quand on suit le cycle de la Fed, à savoir le taux 2 ans par exemple, qui est tombé à 3,6 la semaine dernière, et qui remonte là, à ce moment où on se parle à 4%. Mais quand on regarde historiquement sur les 4 derniers cycles, en gros, de hausse de taux de la Fed, des pauses et des baisses, la vitesse de rechute du taux 2 ans
avant même que la Fed n'annonce une pause, ça va assez vite en fait. Et ça s'est aussi vite fait parce que le stress bancaire qui a été le moteur d'abord du décrochage, on était à 5,10 à l'époque, et c'est le stress bancaire qui nous a amené là. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, avec une inflation encore à 5,5, globale à 4,9, des salaires qui progressent à 4,4 ou autre, c'est que l'idée qu'on reste plutôt entre 4 et 4,5 serait plus logique que de continuer à essayer de tirer sous les 4. Et donc, sur des segments qui ont bien rebondi, qui ont été aussi un peu listés par ça, comme les valeurs de croissance par exemple, si vous reprenez 50-60 points de base sur des taux qui ne sont pas archi courts, mais quand même assez courts, il y aura un effet alternatif sur la partie rendement. Donc, moi, je trouve qu'il y a un peu de risque là, mais qui est quand même assez limité. Je ne pense pas que le taux 2 ans puisse repartir à 5 et quelques. Il n'y a pas non plus de base. Donc, le potentiel d'effet d'érosion sur la tech par cet effet taux peut être assez limité, mais quand même de quoi ramener un petit peu de prise de gain sur des valeurs qui ont pas mal boosté. Et il y a un truc aussi assez là qu'on a vu aujourd'hui qui est assez surprenant. On a eu un rebond et le marché n'a pas trop aimé d'ailleurs à ce moment-là. On ne sait pas trop sur quoi il n'a pas aimé, mais les anticipations les attentes de consommateurs, bon ça ok, c'est pas terrible. Mais on pourrait dire c'est pas terrible, tant mieux, ils vont moins consommer, c'est ce que veut la Fed, ça va faire baisser la pression, go. Sauf qu'en parallèle, il y a eu des hausses d'anticipation, notamment sur la partie la plus longue, sur 5 ans. Or, on remarque quand même qu'il y a souvent une bonne corrélation entre le prix du pétrole. Ah non, Alexandre, c'est les anticipations d'inflation des ménages mesurées par l'université du Michigan. Non mais il faut qu'on... Pour être sûr de savoir de quoi on parle. On sait que c'est une mesure qui est surveillée par la Fed parce que Jérôme Paul me l'a dit. Il veut s'assurer que les anticipations d'inflation restent ancrées chez les consommateurs. Et même si on sait que ce n'est pas prédictif, le but n'est pas de dire ils ont raison, ils ont tort, on sait que c'est un des instruments de surveillance de la Fed. Et on a vu d'ailleurs, pas curieusement, moi ça ne m'étonne pas, les taux rebondir justement, alors que les anticipations du consommateur chutent, pas d'inflation, mais que les attentes chutent. Le moral. Les taux, eux, rebondissent justement cette composante d'anticipation d'inflation. Il y a eu un gap énorme, je crois que c'était dans la dernière enquête du Michigan, la précédente, où là on a vu exploser à nouveau les anticipations d'inflation 1 an et 5 ans. Des ménages mesurés par le et ce qui peut être un peu problématique, et c'est peut-être pour ça que le marché obligataire a réagi, c'est que quand vous regardez l'évolution du prix de l'énergie aux États-Unis, du pétrole notamment, vous voyez que les anticipations d'inflation sont assez bien corrélées. Or là, on a un pétrole qui est vraiment bien retombé. Il est tombé à 63 $ l'autre jour, c'était un plus bas depuis 2021, je crois. Et malgré ça, on a quand même un rebond sur la partie la plus longue des anticipations d'inflation des consommateurs. Et donc, voilà, ça c'est le cocktail un peu négatif. C'est-à-dire que le consommateur, s'il a moins confiance, alors on sait que c'est pas très corrélé non plus à la consommation, mais on peut craindre qu'il consomme moins. On verra mardi d'ailleurs si c'est le cas sur les chiffres de vente détail. Mais s'il consomme moins, mais que l'inflation reste élevée, donc risque effectivement, ce que montrent les indicateurs avancés, peut-être d'entrer en contraction au T2 ou T3, avec une inflation forte. Et donc là, c'est un peu l'effet ciseau. Et donc ça, pour moi, c'est aussi ça qui pourrait pousser les marchés, comme vous le disiez, à rendre un peu. Mais on ne voit pas en revanche, à part un stress bancaire qui doit se prendre de l'ampleur, mais on ne voit pas le scénario non plus de rechute de 15-20%. Mais oui, c'est pas anodin quand même l'histoire du stress bancaire. Parce qu'encore une fois, on constate bien qu'on est dans une série en cours. C'est-à-dire que les défaillances ne sont sans doute pas terminées. Pour l'instant, tout se gère au cas par cas très vite. C'est une défaillance, une résolution en 24 ou 48 heures. Donc ça va très très vite. Ça reste, semble-t-il, pour l'instant géré, contrôlé. Mais la série n'est pas interrompue. Ouais, elle n'est pas interrompue. Oui, mais on a eu une alerte hier, mais encore une fois, je pense que dans les esprits des investisseurs, il y a quand même cette vitesse de réaction qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, en 2008-2009, et qui est une nouveauté, parce que la grosse nouveauté, on l'a vu, c'est les flux sortants aujourd'hui, en quelques heures, vous avez 40 milliards qui sortent des banques. Donc, pour SVB, par exemple, en 6 heures. Donc, c'est absolument titanesque. Donc, la vitesse de réaction s'adapter aussi à ça. Donc, je pense qu'en toile de fond, il y a quand même cette idée-là que les régulateurs, on attend aussi tous, je pense un peu la FDIC sur des annonces qui viennent toujours pas. Et puis, il y a la situation du plafond de la dette aussi qui arrange pas tout le monde. Bon, mais on n'a pas l'impression, alors encore une fois, c'est le propre des Black Swans, c'est que ça arrive quand personne s'y attend, mais on n'a quand même pas l'impression que la vitesse de réaction actuelle des autorités offre le terrain propice à une panique bancaire et un truc systémique qu'on ne verrait pas arriver. D'accord avec ça, Axel, est-ce que la vitesse de réaction, les leçons de la séquence 2007-2008 qu'on a tous en tête ou qu'on a révisé, est-ce qu'elles ont été retenues? Est-ce que le fait d'intervenir très vite, massivement, est-ce que ça éteint effectivement le risque de spirale incontrôlée? Est-ce que c'est normal qu'on assiste à des défaillances en série qui restent pour l'instant plutôt bordées d'une certaine manière? Et je reviens au pricing de baisse de taux. On peut imaginer que le marché anticipe qu'à un moment, il y ait besoin d'un coupe-circuit un peu global qui allégerait la pression sur le segment des banques régionales. Et un des moyens d'alléger la pression, c'est quand même de gérer cette crise des dépôts. Cette crise des dépôts qui est liée alors peut-être à la solidité de certains établissements, mais qui est liée aussi au fait qu'on a des produits monétaires directement corrélés au taux directeur de la Fed qui sont très attractifs aujourd'hui pour les épargnants et les déposants.
Oui, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'une grosse partie des flux qui vont sur les produits monétaires actuellement sont en réalité redéposés auprès de la Fed au travers de la facilité de reverse repo. Et donc, la Fed, quelque part, est le réceptacle de toute cette fuite des dépôts vers les produits monétaires. Et l'entretien, cette rémunération du monétaire Et c'est quelque part une nouveauté depuis 2008, c'est une décision de Bernanke de rémunérer les réserves excédentaires. Avant, ce n'était pas le cas. Alors, le système financier a beaucoup changé et il y a beaucoup de bonnes raisons pour que ce soit le cas maintenant. Mais la Fed a un rôle d'intermédiation du marché monétaire qui est extraordinaire et beaucoup trop important en fait aujourd'hui. Si, en quelque sorte, la crise de 2008, elle a changé quelque chose de fondamentalement dans le fonctionnement du marché monétaire américain. C'est qu'on est passé le pendule où la création monétaire était l'apanage du secteur interbancaire. On est passé à l'extrême inverse où en fait la provision de liquidités et l'intermédiation du marché monétaire passe essentiellement par la Fed maintenant. Et on pourra ajouter à ça toutes les mesures type plutôt européennes, par exemple de Bâle III, qui vous obligent à détenir beaucoup d'actifs publics en des réserves de liquidités. Donc, in fine, c'est toujours le secteur public qui est devenu la pierre angulaire du marché monétaire maintenant. Donc voilà, c'est la première des choses. Et la Fed pourrait décider de moins rémunérer cette facilité de reverse repo. Ça dégraderait la rentabilité des fonds monétaires et ça donnerait peut-être un petit peu d'air aux banques pour payer un petit peu plus. Ceci étant, le taux moyen de rémunération des dépôts aux États-Unis, il est 0,40, 0,45 actuellement. Donc, sur 15 000 milliards de dépôts, quoi. Sur 15 000 milliards de dépôts. Donc là aussi, il y a un sujet. Là, sur le caractère systémique de cette crise, je pense que c'est très très différent de 2008 sur au moins 2 points. Déjà, ce qui avait initié la crise de 2008, c'est une montagne de défauts. Quand New Century fait défaut de subprime en mars 2007, simplement, ils n'ont plus de capital et ils ont des défauts jusqu'aux oreilles. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est un autre type de panique bancaire qui est lié à la volatilité de la base de dépôt. Des exemples comme SVB, c'était une base de dépôt très consanguine avec des gros dépôts, 4 millions en moyenne, qui peuvent effectivement sortir très rapidement. C'est une crise du passif. C'est une crise du Lehman, passif. c'était dans l'actif des banques qu'on a trouvé des produits, effectivement, qui n'étaient pas du tout valorisés comme ils auraient dû l'être. Exactement. Donc, il y avait en plus une certaine crise de complexité. Et une dissémination, produits, effectivement, de ces dissémination produits partout dans le monde. Là où c'est aussi à l'inverse d'une crise systémique, c'est que les entités en question ne sont pas des centres névralgiques du système financier mondial. C'est-à-dire que quand vous étiez face à Lehman, vous deviez payer Lehman si vous aviez un contrat et ou perdant, vous deviez payer votre appel de marge et vous ne recevez pas d'appel de marge contraire dans le cas contraire parce que Lehman est en incapacité de lever la liquidité. Donc tout le monde se trouve à essayer de récupérer le collatéral au même moment et vous disséminez la crise très facilement puisque vous êtes une entité qui est interconnectée. SVB, c'est très local, très géographique, sur une partie importante de l'économie américaine. La tech en Californie, c'est pas rien, mais ce n'est pas du tout le même degré d'interconnexion qu'un Lehman. Donc c'est pour ça que on a toujours envie en tout cas. Non, on réfléchit au risque. On réfléchit au risque systémique, mais non. Par nature du problème ici, c'est très différent. Je comprends. Mais ça peut donner quand même une longue série de défaillances, enfin des défaillances en série. Je ne sais plus si c'était Diamond ou Yellen. C'est pas fini, quoi. Ils sentent bien qu'il y a encore des dominos qui vont être fragilisés par le commercial real estate, etc. Que ça va faire tomber encore quelques banques. Mais alors ça peut être la deuxième phase. Effectivement, on voit des défauts et à ce moment-là, l'actif se déprécie. Et là, il y a un autre type de crise parce que se greffe là-dessus, effectivement, la problématique de la fin de cycle. Mais aujourd'hui, il y a des défauts de nulle part, quelle que soit la classe d'actifs d'ailleurs, y compris le commercial real estate, les niveaux de défauts sont très faibles. Même dans le crédit un peu spécifique, un peu spéculatif, on n'a pas encore assisté à des défauts. Défauts sur les leverage loans aux États-Unis, je ne dois pas me tromper, c'est 0,7 ou 0,8. C'est extrêmement faible. On évite la case crise financière pour l'instant. Oui, mais on le disait, on a appris de la crise 2008, tant mieux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut aller vite dans ces cas-là. Et puis elle n'est pas de même nature non plus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Après, il ne faut pas négliger quand même l'effet économique latent. C'est-à-dire que banque après banque, ça a quand même des conséquences. Bien sûr. Donc ça, c'est un facteur supplémentaire d'un ralentissement économique qui est devant nous. Qu'il faut avoir en tête de toute façon. Ça, c'est évident. Après, il y a aussi des facteurs sous-jacents, un peu... Alors,
peut-être pas structurelles, en tout cas structurelles à moyen terme, qui font qu'on a quand même une certaine résilience. On vient d'une crise 2020 totalement atypique, qui était une crise de l'offre, et qui fait qu'on a quand même un espèce de réservoir de demande qui est toujours là, qui est latent, qui n'est pas adressé correctement ou pas suffisamment vite par les entreprises, et qui fait que même si on a un ralentissement économique, il devrait quand même plutôt être assez limité. Le seul point de vigilance qu'il faut avoir en tête, c'est que dans cette phase-là, un peu d'entre-deux eaux, où on doit un peu revoir un peu nos scénarios et revenir à la réalité, ça veut dire qu'il y a des moments de questionnement des marchés où on est potentiellement plus fragile à une incertitude. L'événement qu'on n'a pas vu, qui n'est peut-être pas forcément un événement si dramatique que ça, mais qui peut prendre une proportion plus grave parce qu'on est justement dans une phase un tout petit peu entre deux. Donc c'est peut-être le seul point de vigilance qu'il faut avoir. À part ça, on est plutôt dans un scénario de ralentissement ordonné, Ouais, je comprends. cohérent, avec un marché qui peut être sans grande tendance à court terme. Et si c'est 10-15% de baisse, c'est pas un drame. C'est la vie des marchés actions, Voilà, faut le rappeler. Sur un marché action qui a Oui. bien performé avant, pas d'inquiétude. Et là, dans ces cas-là, on a quelque chose qui se passe bien globalement. Ouais, je comprends. aura On a encore suffisamment d'arguments pour considérer ce scénario un peu ordonné, progressif, graduel, qui amène un atterrissage, bien sûr. On connaît tous la destination de ce point de vue-là, mais ça peut rester encore quelque chose d'assez ordonné. Exactement. Ce qu'il faudra juste à ce moment-là, c'est être capable de faire tourner les portefeuilles. Parce que dans ces cas-là, les thématiques changeront. À un moment donné, on aura une phase de ralentissement économique un peu plus réelle. Des banques centrales qui seront dans ces cas-là probablement à même de réagir si cette phase de ralentissement est un peu plus tard dans l'année ou dans le début de l'année prochaine. Parce que l'inflation... C'est ça. On sera un peu plus à l'aise pour les banques centrales d'avoir les arguments de dire j'ai fait le travail globalement et je vais aider l'économie maintenant. Donc ça sera un élément qui sera plutôt favorable. Et dans ces cas-là, sur la partie action notamment, il faudra tourner les portefeuilles parce que ce ne seront plus les mêmes thématiques. Se projeter, sortie de récession, quoi. Suivant. Et là, il faut être capable d'être en amont à ce moment-là. Sur l'événement non maîtrisé, enfin, ça me fait penser un peu au drame du plafond de la dette, qui prend des proportions assez inédites par rapport au folklore habituel, j'ai l'impression. Ça peut l'être, parce que c'est très politique. Donc dans ces cas-là, ça peut déraper. On ne sait jamais. Alors il y en a déjà eu dans l'histoire des États-Unis, et ça s'est globalement géré plutôt correctement. Oui, il y a déjà eu des tensions autour de la question du plafond de la dette. Des défauts depuis le XVIIIe siècle, je suis pas sûr. Non, il y a déjà eu des moments de tension comme ça. Alors c'est très politique, donc c'est pas gérable. Non. Mais effectivement, ça peut être un petit moment d'inquiétude. Oui, c'est vrai que Yellen a dit là, on fera défaut. S'il ne se passe rien au Congrès, c'est la seule sortie qu'on veut voir, c'est un accord au Congrès pour relever le plafond des 34 trillions de dettes américaines. Et s'il n'y a pas ça, on choisira, on trouvera, mais on fera défaut sur quelque chose. Oui. Alors c'est vrai que c'est impossible à prévoir si on va aller à des niveaux de stress comme ceux de 2011 par exemple, mais il faut quand même savoir qu'ils ont existé par le passé, un passé qui n'est pas si lointain. Donc en 2011, j'avais pas souvenir d'ailleurs à l'époque, j'avais fait quelques remarques. Pour moi c'était 5-6% de baisse à l'époque, et en cherchant, c'était moins 18%. Alors il y avait une séquence quand même, il y avait les tensions, fermeture de certains services, non-paiement des fonctionnaires, et puis le downgrade de il y avait la crise souveraine en Europe, etc. Aussi, donc il y a beaucoup d'éléments, mais vous avez raison, le S&P perd 15% plus sur cette séquence. Voilà. Donc ça veut dire que on est dans un agrégat là, de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a quelques données sur la Chine, tout à l'heure vous en parlez. Effectivement, la Chine, c'est pas la cata, mais on sent quand même qu'il y a les PMI manufacturiers qui se recontractent, les chiffres d'importation qui sont pas terribles. On a eu là, les prix à la production. Alors c'est très bien dans la partie normalisation post ou autre, mais ça va quand même un peu dans le sens du moteur manufacturier et aussi un peu export qui est pas génial. Et le moteur export est pas génial, peut-être aussi parce qu'en face, on n'a pas encore les data hard parce qu'elles sont décalées, mais peut-être que ça ralentit peut-être un peu plus vite que ce qu'on peut prévoir. Et je pense surtout côté US. Donc il y a ça, la partie macro qui est en train quand même de ralentir. Standard & Poor's d'ailleurs a baissé ses prévisions d'inflation, ses prévisions de croissance pour les États-Unis cette année et l'année prochaine. Et l'année prochaine, ils ont vraiment sabré. Ils étaient à 1,5, ils sont passés à 0,9. Donc ils sentent quand même que ça va freiner. Vous avez la question des banques américaines et puis cette question du plafond de la dette. Et donc ça crée aussi sur la courbe de taux US, c'est quelque chose qui ne sont pas anodines. C'est-à-dire que les taux, je disais tout à l'heure, les taux très très courts, un mois, on a quoi 6%. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais sans que ça, c'était une partie qui était déjà tendue, mais là qui se retend plus fort. Et on voit maintenant que la partie, allez, 2 ans et autres, commence à monter un petit peu après les anticipations d'inflation. Donc vous avez toute une partie courte de la courbe de taux
qui est la plus problématique pour les banques à court terme, qui est en train de se retendre. Donc la quantification qu'on avait vu se faire pendant quelques semaines ça est en train d'être flat désormais, la quantification, et donc ça rajoute du poids sur les banques. Donc on voit là, le truc quand même négatif se faire, et pour sauver tout ça, il faudrait qu'on ait effectivement un chiffre d'inflation. Tout passe par là en fait. Une inflation cœur qui à un moment donné passe de 5,5 à, je sais pas, un gros marchepied à 5, 4,9 d'un coup, et là tout le monde respirait d'un coup. Là, les taux US, les banques, on voit par où la détente vraiment massive arriverait. Mais actuellement, je pense que la Fed n'a pas forcément envie de ça non plus. La Fed ne veut pas que les banques se cassent la figure, c'est évident. Mais le fait que ça génère un stress mécanique sur les conditions de crédit, donc les conditions financières, ça lui évite d'avoir remonté les taux. Donc, je ne dis pas qu'elle souhaite ça, mais si c'est bien piloté, que les banques ne se cassent pas la figure, finalement, le stress bancaire fait une partie du boulot aussi, plus l'histoire du plafond de la dette qui ajoute du stress financier. Donc, pour la Fed, pour l'instant, c'est pas si mauvais que ça, à très très court terme en tout cas. Si on se projette un peu dans la fiction, Axel, qu'est-ce qui se passe au 1er juin? Qu'est-ce que veut dire Janet Yellen quand elle nous dit s'il n'y a pas d'accord au Congrès, on fera défaut sur des paiements? Alors, quel type de paiement il pourrait choisir pour faire défaut sur la signature américaine? Et évidemment, Donald Trump est rentré de tout son poids dans le débat. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit sur le défaut. Il dit peut-être que c'est très mauvais, peut-être que c'est rien. Peut-être que c'est une mauvaise semaine sur les marchés, ou peut-être que c'est une mauvaise séance sur les marchés. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais est-ce qu'on a vraiment envie de découvrir? Je suis bien sûr, précisément, est-ce qu'on a priori, ça déclencherait un événement qu'on n'a pas connu, donc c'est une nouvelle source d'incertitude. Ça ferait... rallonger la dette très courte. Tout ce qui est à l'intérieur d'un mois est très recherché et très en dessous des niveaux de la Fed. Tout ce qui passe le mois fatidique, c'est beaucoup plus cher. Donc ça... Il y a une fuite vers la qualité. Alors, c'est peut-être ça qui soutient un peu le dollar. Tellement on raccourcit la duration, on se retrouve finalement à détenir que la monnaie et non plus l'actif sous-jacent comme le T-bill. Donc, moi, je ne sais pas. Ils vont prioriser un certain nombre de dépenses sur d'autres. C'est ce qui est constitutif du défaut. De toute façon, vous êtes... et ils vont se retrouver probablement avec des fonctionnaires qui vont porter plainte en justice s'ils sont... lésé par le fait que le Congrès ne fasse pas son boulot. Donc, voilà, je pense que ça fait tâche, de toute façon. Ça fait tâche. Oui. Depuis, c'est un truc assez extraordinaire dans le processus budgétaire américain. Vous votez un budget et vous ne votez pas l'autorisation de le financer en s'endettant. Donc, le Congrès a un pouvoir de blocage qui n'existe nulle part ailleurs. Il faudra que cette question un jour soit adressée, mais je pense que c'est un truc malheureux. C'est pas un vrai défaut, c'est-à-dire que dans le sens où la recovery, un peu comme quand Fannie et Freddie ont fait défaut en 2008, ce sera très proche de 100%. Par contre, effectivement, ça fait tâche. Par contre, ça intervient à un moment où on questionne un peu le rôle du dollar comme monnaie de réserve internationale, comme monnaie de règlement du commerce avec l'émergence du yuan. Donc c'est vraiment un moment très très mal choisi par les Républicains pour essayer de faire avancer un agenda. Ce qui est quand même inquiétant, il devait se voir encore aujourd'hui, et puis c'est reporté. Et le problème, c'est que contrairement à 2011, on est arrivé à 2 jours du défaut, donc on est allé très très loin effectivement. Mais là, il y a un calendrier qui est tellement resserré par rapport à la date fatidique qui commence à déclencher les mesures que... S'il reporte les quelques réunions qui sont prévues, c'est compliqué, quoi. Et le Trésor a à peu près 100 milliards de dollars devant lui et dépense 600 tous les mois. Donc ça va pas très loin, c'est sûr. Donc, et l'exécution du budget d'avril, d'ailleurs, était pas terrible parce que donc le surplus budgétaire d'avril était très inférieur aux prévisions, en partie parce que les taxes sur les gains en capital, évidemment, ont été plombées en 2022 avec les marchés. Donc, il y a une moins de collecte qui accélère encore le calendrier. Et oui, d'où une date beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait anticiper au départ. Bon, sur le plan de l'investissement, donc je reprends avec vous, Benoît. Il y a l'idée qu'à un moment, il faudra effectivement changer de cycle, se projeter dans un nouveau cycle. En attendant ce moment-là, vous dites, on est dans une séquence qui peut durer. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est d'avoir quelque chose un peu, moi je le dis, je l'assume, un peu ennuyeux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans cette période où il faut quand même rester investi.
Ouais. Parce qu'on voit bien, on a quand même des arguments qui font que la situation elle reste correcte, les entreprises vont très bien. Donc on reste investi, mais plutôt prudent sur les investissements. Alors ça, le biais, c'est que tout le monde fait un peu la même chose, hein, ce qui a aussi ses limites. Après, dans la logique, c'est que sur la location active, c'est les marchés obligataires, c'est pour moi, sur la partie État Investment Grade, c'est quand même ce qu'on peut avoir sans trop se poser de questions, parce que si on fait face à une phase de ralentissement, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure, il n'y aura pas de montée de défaut grave sur la partie investment grade, et sur les obligations État, les rendements sont tout à fait corrects, et on aura probablement un peu de baisse de taux. Donc, pas d'inquiétude sur le marché obligataire, et c'est plutôt la poche qu'il faut privilégier. Sur la poche action, il faut de toute façon rester investi et être capable de bouger à un moment donné. Voilà, ce qui est pas simple, hein, bien sûr. Mais voilà, donc on est dans des périodes où il faut avoir des portefeuilles, il faut être toujours sur les marchés, tout en ajustant le tir sur la partie action la plus fine possible. Et puis, ça on l'a déjà dit, dans les portefeuilles diversifiés, maintenant on a le droit au monétaire. Bon, c'est quand même une option qui est quand même intéressante. Il faut prendre ce que le marché offre. Hein. Voilà. Non, mais c'est sûr. Oui. Non, il ne faut pas rechigner justement à avoir une poche de monétaire aujourd'hui. La seule prudence qu'on pourrait avoir, c'est la partie high yield, puisque qui dit ralentissement économique, dit à un moment donné peut-être un peu de montée des spreads en corrélation avec une baisse des marchés. Voilà. Mais c'est vraiment un point d'intention très, très léger. Je ne pense pas qu'il y ait de grands drames. Alexandre, qu'est-ce qui est intéressant là, dans ce marché en termes de tendance aujourd'hui? L'aspect de devise aussi, tout à l'heure vous parlez du dollar, renforcement du dollar. Ça se renforce depuis 2 jours. Hein. Oui, voilà, non, oui. Je ne veux pas donner l'impression qu'on est dans un mouvement de... Au contraire, on commente la détente du dollar depuis des semaines et des mois, et là, depuis 2-3 jours, effectivement... Voilà, et donc c'est ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu cette corrélation qu'on peut avoir, qu'on avait parfaitement en 2022, toute l'année 2022 avec le risk-off absolu, c'est-à-dire le dollar qui monte, les taux qui montent, et puis les marchés actions qui baissent. Par séquence, on pourrait retrouver un petit peu ça, c'est-à-dire là, ce qui fait monter le dollar, paradoxalement, malgré le stress américain, ça reste la valeur refuge. Donc même si c'est un risque de défaut qui n'arrivera pas, mais les États-Unis, on va quand même chercher un peu de dollars aussi comme valeur refuge. Et on le voit d'ailleurs, regardez les métaux, il y a aussi le thème de la Chine quand même, les métaux industriels ou autres, mais l'or, l'argent, on voit que ça reflue un petit peu sur ce thème du dollar qui tire un petit peu. Les rendements US courts sont en train de tirer un peu à la hausse. Donc peut-être qu'on est dans une fête de quelques jours à semaine où on peut retrouver un peu d'allance sur le dollar, un peu sur les taux US. Et du coup, peut-être sur la partie qui aime bien quand le dollar est faible et les taux sont faibles, la partie valeur de croissance, c'est là qu'on pourrait avoir à nouveau surtout après des rallyes assez incroyables, des Apple ou autres. Alors, pas sur les fondamentaux, ça reste bon, mais les séquences, on a des moments très acerbes en fait, très forte hausse, très forte baisse, puis ça repart tout de suite. Tout à l'heure vous disiez, c'est un peu ennuyeux, mais justement, retrouvons un peu d'ennui sur les marchés. Ah mais oui, je plaide pour l'ennui, c'est bien de s'ennuyer un peu de temps en temps. Ça fait retomber la pression de partout. Exactement, trouver un peu de consultation, c'est ça, finalement, c'est pas le scénario du pire, c'est pas le scénario non plus de l'euphorie tout de suite. Et c'est bien aussi d'en avoir un peu parce que si ça repart aussi très vite côté US, donc si les salaires restent bien orientés et que la partie financière repart vite, le consommateur, l'effet richesse, c'est quelque chose pour lui, surtout pour la partie américaine. Donc je pense que là, je ne sais pas si c'est un but recherché par la Fed, mais elle n'a pas intérêt à avoir les actifs à risque repartir pleine balle dans les 2-3 mois qui viennent. Donc ce serait pas mal d'avoir cette phase un peu ennuyeuse. Alors, on l'a quand même déjà sur le S&P. Le S&P, ça fait quelques mois qu'il nous gratifie d'une phase un peu latérale. Mais je pense au marché européen, par exemple. Un CAC, moi, qui s'ennuierait un peu, ça m'irait très bien. Parce que c'est vrai que ça a été très c'est ce qu'on voit depuis 15 jours maintenant. Hein. Ouais, mais c'est de la conso pour l'instant qui est quand même très... il y a quelques creux là. Conso à la hausse. Donc ça reste quand même haussier. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à rechasser un peu alors pas sur les mêmes thèmes forcément, mais les points bas de mars, par exemple, peut-être pas y aller non plus, mais un 7000 CAC ou un 6009 CAC, ce seraient des points d'entrée intéressants pour certains. Ça éviterait qu'on ait un FOMO à 8000 tout de suite, qui lui présenterait des risques pour le coup, parce que les FOMO, ils se feraient sur quoi? Sur des valeurs très tendues, luxe ou autres. Ce serait sain qu'on aille en fait à chasser des 7000, 6009. Mais comme on a l'impression que tout le monde attend de ça, est-ce que ça arrive quand tout le monde attend, quoi? Je ne sais pas si c'est une mesure de l'ennui sur les marchés, mais je voulais qu'on parle du VIX avec vous, Axel. Il y a le VIX traditionnel, effectivement, alors qui nous donne l'idée que, oui, effectivement, la volatilité de marché action est complètement mutique, atone. On est encore à moins de 17 sur le VIX aujourd'hui. Et puis, il y a ce phénomène que vous avez d'ailleurs décrit dans votre note hebdomadaire, je crois, ce phénomène des options 0 jour ou 1 jour expiration, qui sont en train de prendre une proportion délirante sur le marché américain. C'est 40% du volume des options traitées aujourd'hui. Et évidemment, ça brouille complètement le signal que les investisseurs recherchent à travers le VIX, qui est plutôt une projection à 1 mois, c'est ça, de la volatilité? Oui, c'est une projection à 1 mois de la volatilité. Alors,
c'est coté en plus et ça se traite. Il y a Oui, des c'est un actif. futurs sur le Eh oui, VIX. Donc effectivement, ça a été pendant longtemps la référence pour l'indice de la peur. Là, on a un tel développement des options à très court terme qu'il a fallu un petit peu refléter mieux le stress bancaire immédiat alors qu'il ne se passait rien dans le VIX. On rappelle juste le VIX, comment c'est construit. Hein, c'est le rapport entre les options put call, enfin les options d'achat et les options de vente. Hein, et c'est d'où la notion optionnelle et d'où l'intérêt de regarder ce qui se passe sur ces marchés d'options pour comprendre ces mesures de volatilité. Oui, en gros, le prix de l'option est donné par sa volatilité implicite. Donc c'est vraiment l'indicateur et la volatilité donc attendue est un indicateur de la peur des investisseurs. Oui, on a vu que ce stress n'était pas reflété dans le VIX, mais était finalement reflété par cette activité grandissante sur les options à très brève échéance. Ça explique, à mon avis, les très nombreux retournements de situation, même intraday, qu'on voit sur les marchés américains. Très souvent, après un chiffre, on peut avoir des mouvements de 2%, sans pour autant que la volatilité journalière paraisse si forte que ça. C'est quelque chose qui est assez, à mon avis, dur à vivre pour les traders à l'intérieur d'une journée, parce qu'on peut avoir des renversements qui sont, à mon avis, tirés par ce type d'instruments, qui ont une utilité quand même. Quand on veut hedger un chiffre en particulier, ça peut avoir une idée plutôt que s'engager sur des options à plus longue échéance ou à payer une valeur temps plus importante. Mais voilà, effectivement, on a même une version du VIX à 9 jours qui existe, qui fait un peu l'intermédiaire. Et du coup, justement, ces versions de VIX à 9 jours, ils ne veulent pas sortir un VIX un jour aussi Si, oui, c'est ça, il existe déjà. D'accord. Depuis le 24 Et elles nous disent quoi, ces mesures de volatilité par rapport au VIX traditionnel qu'on regarde? Quand ils ont commencé à la calculer, il était en dessous du VIX à un mois, mais extrêmement volatile elle-même. Ah oui, d'accord. La volatilité de la volatilité maintenant. Exactement. D'accord. C'est le risque secondaire encore. Et 40% d'options un jour dans le volume du marché options traité aux États-Unis, vous dites ça a une utilité. C'est normal qu'on ait une telle masse d'options journalières comme ça. Je sais pas si ça c'est crée normal. des sujets quand même. Oui, ça crée sans doute des sujets de monitoring de risque, notamment quand c'est très difficile, par exemple pour le régulateur, à mon avis, d'avoir une idée du risque des market makers sur ces options à l'intérieur d'une journée, sachant que l'option va et comment on respecte ces contraintes, puisque les risques engagés sont même maintenant très très supérieurs, vu le volume induit, à ce qu'on a à un mois ou 3 mois. Ah ouais, je comprends. Donc là, je pense que le régulateur est vraiment dans l'obscurité. Ouais, non, mais il y a un marché qui est en train de changer de structure là quand même. Un marché qui est en train de changer de structure et qui est né sur déjà une situation qui n'est pas forcément saine. Quand vous regardez les volumes de cash par rapport au volume de dérivés, depuis 2-3 ans, ça s'est très largement inversé. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de dérivés qui traitent que de cash sous-jacent. Et ça, du point de vue du fonctionnement de la finance, c'est pas très sain. On dérive toujours un peu plus les choses, quoi. Alexandre, oui, je sais pas, ça c'est... Non, le VIX, c'était plus le côté... Vous parliez effectivement d'un truc qui se traite sous forme de futur. Et ce qui est marrant, c'est que le VIX a des comportements désormais. C'est pour ça qu'on fait un peu... Alors, je sais que c'est profane de dire ça, mais de l'analyse technique sur le VIX. Vous regardez le comportement du VIX depuis 2022, tous les points hauts de volatilité, qui sont de plus en plus bas depuis 2022, ils sont quasiment tous alignés. C'est-à-dire qu'il y a quand même des comportements, et vu que ça se trade, et même nos clients, les retail aujourd'hui traitent le VIX. Donc, vous pouvez être un site, tout le monde trade le VIX. Ah oui, c'est un actif. Oui. Alors même qu'il est construit à base de variation de prix des options, ça devient presque comme un index. On va le trader, on va casser une zone, tiens, je sens qu'il y a un risque. Donc, qu'est-ce qui doit foutre la poule après? Qu'est-ce que ça induit comme comportement ce l'indice sous-jacent? C'est-à-dire, si le VIX, à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de monde dessus, envoie un message technique en cassant une zone, est-ce qu'il n'y aura pas des comportements janvier 2018, janvier 2018 et Volmageddon. C'est le Volmageddon, c'est ça. Ouais. Et tous les gens qui étaient vendeurs de volatilité se retrouvent à racheter et ça fait bouger les marchés. On était sur un VIX qui était à 10 et même moins de 10. Moins de 10, c'est ça. Plus bas historique, je crois, 8 et quelques qui est tombé. Et donc le VIX à 17, ça veut dire quelque chose encore ou pas quand même? Oui. Moi je trouve qu'il reflète quand même pas mal les choses. Je ne vais pas trop, mais je trouve que c'est pas mal comme zone parce que la vraie zone de détente normale hors excès sous 10, c'est 10 et 15. On a flirté avec l'autre jour, on repart un petit peu parce que je trouve que cette zone est assez correcte, mais je le verrais quand même, vu les risques, la plafond de dette, un peu banque encore, et puis un macro
plutôt 20 et un peu au-dessus, peut-être 25 que 17. Mais par contre, non, je trouve qu'il est quand même assez bien représentatif du risque actuel. Il n'y a pas de risque extrême, on n'est pas au-delà de 30. Bon, je trouve qu'il représente encore assez bien les choses. Et sur les dernières vagues de stress qu'on a connues, il y a quand même eu des réactions. Voilà, on a eu des journées où le VIX prenait plus 15 en réaction au stress bancaire, par exemple. Donc il y a quand même une petite sensibilité toujours persistante, quoi. C'est un niveau de volatilité, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, il faut rester investi aujourd'hui. Benoît, oui, le niveau de volatilité plaide en ce sens. Alors le niveau de volatilité plaide dans ce sens, mais après quand on regarde la volatilité, quand on regarde ces niveaux de VIX par exemple, généralement c'est des indicateurs qu'on utilise plutôt pour, en parallèle, commencer à prendre de la protection. Par exemple, acheter des options de vente ou autre dans les portefeuilles. C'est-à-dire que je reste investi parce que le marché continue à progresser, il a des bonnes nouvelles. Mais je commence à rajouter une protection supplémentaire parce que à ces niveaux-là, souvent, il y a un moment donné où il y a un retournement et là, il peut être assez rapide. Voilà. Donc ça, c'est plutôt comme ça qu'on va le jouer. Et là, acheter de la protection, c'est pas cher pour le coup. Voilà. Et comme la protection n'est pas chère pour le moment, ça peut peut-être permettre de passer une période dont on parlait tout à l'heure qui sera un tout petit peu plus agitée. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Vesco, le président de Delubac Asset Management, Axel Bott, stratégiste international chez Ostrom Asset Management, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui étaient tous les trois avec nous en plateau ce soir.